Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'activité 1 du chapitre 9 sur la matière que l'on peut compter. Donc ici, cette activité permettait de introduire la nouvelle grandeur qui s'appelle la quantité de matière. Alors pour ça, je vous avais donné un certain nombre de documents et je vous demandais à partir de ces documents de répondre à ces questions. Première question, classer les 3 espèces chimiques citées dans le document 1 selon la nature des entités qui les constituent. Donc je vous donnais un indice, entre parenthèses, je vous ai bien précisé quel type d'entité vous aviez affaire, atomique, ionique ou moléculaire. Donc on vous parle dans le document 1 d'abord du sel, dont la formule NaCl. Donc ça, vous savez que c'est un solide ionique, on l'a déjà vu. Donc si c'est un solide ionique, il est constitué d'ions. Et vous savez que ce sont les ions Na+, et Cl-. Ensuite, le sucre. D'après la formule qui est donnée dans le document 1, vous reconnaissez une molécule, puisque ça ne porte pas de charge, et puisqu'il y a plusieurs atomes. Donc ici, vous avez des entités chimiques dans le sucre qui sont des molécules de sucre. Et enfin, pour le fer, vous avez affaire à des atomes de fer, ici pour les entités chimiques. Dans la question 2, on vous demande, je vous demandais de préciser ce que voulaient dire les nombres en indice dans la formule du saccharose. Donc dans la formule saccharose, on écrit C12, H22O11. Ces nombres, ces indices vont simplement indiquer le nombre d'atomes correspondants. Donc dans la molécule de saccharose, de sucre, il y a 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Donc vous avez dans la plupart du temps réussi à répondre à cette question. Ensuite, dans la question 3, je vous demandais de calculer la masse d'une seule entité. Et pour ça, vous aviez un des documents, le dernier document, qui vous donnait la masse de chaque élément chimique ou de chaque atome, carbone, hydrogène, etc. Donc on va commencer par la plus difficile, c'est-à-dire celle du sucre. Donc ici, vous avez la masse de C12H22O11. Donc je vous ai bien précisé dans la question la façon de noter, pour pas tout mélanger. Donc il faut surtout pas utiliser la même notation, des petits m partout. Il faut bien préciser de qui on parle. Donc une des façons de faire, c'est de mettre entre parenthèses la formule chimique, la formule brute de l'espèce chimique étudiée. Ou alors vous auriez pu simplement écrire masse entre parenthèses sucre en toutes lettres. Donc on va commencer par multiplier la masse d'un atome de carbone par 12, ensuite on ajoute la masse d'un atome d'hydrogène multiplié par 22 et on ajoute les 11 atomes d'oxygène qui restent. Donc en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve une valeur de 5,70 fois 10 puissance moins 25 kg. Alors faites attention, pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui ont réussi à faire le calcul, vous avez donné le résultat avec tous les chiffres qui étaient proposés par la calculatrice. Je vous rappelle que quand on écrit un résultat à la suite d'un calcul, il faut faire attention au nombre de chiffres significatifs, au nombre de chiffres qui ont du sens, pour respecter la précision des données. Donc ici, chacune des données correspondait aux masses des différents atomes, et à chaque fois, vous remarquez qu'il y a 3 chiffres significatifs. Donc votre résultat il doit donner avec 3 chiffres significatifs. Et il ne faut surtout pas tenir compte du 12, du 22 et du 11, parce que ce ne sont pas des valeurs qui ont été mesurées, qui viennent des données qui vous permettent de calculer. D'accord? Ce sont des constantes. Donc ici, le résultat doit être donné avec 3 chiffres significatifs, le 5, le 7, et on rajoute le 0. Ensuite, pour le calcul de la masse de sel, NaCl, donc on prend la masse de l'atome de sodium et la masse de l'atome de chlore. Même si les constituants de cette entité chimique sont des ions, la charge de l'ion ne va pas intervenir dans la masse. La masse d'un ion, ça correspond à la masse de son atome. Donc ici, la masse de Na+, ça va être la masse de Na. La masse de Cl-, ça va être la masse de Cl. En remplaçant et respectant le nombre de chiffres significatifs, on trouve 9,77 10 puissance moins 26 kg. N'oubliez pas d'ajouter l'unité surtout. Et enfin la plus simple, la masse d'un atome de fer, c'est simplement la masse qui est notée dans le document, c'est-à-dire 9,35 10 puissance moins 26 kg. Ensuite, dans la question 4, je vous demandais de calculer le nombre d'entités chimiques qui correspondent à la dose journalière. Donc on va commencer par celle du saccharose. D'après la question précédente, on a calculé la masse d'une molécule pour le saccharose.
si on cherche le nombre d'entités chimiques présentes dans l'échantillon proposé, c'est-à-dire la dose journalière qui est de 25 grammes pour le sucre, on va faire un produit en croix, et là je vous l'ai mis en évidence. Donc une molécule va avoir pour masse la masse petit m C12H22O11 calculée dans la question précédente. Donc nos n molécules recherchées, tiens au passage j'ai oublié un S, nos n molécules recherchées vont avoir une masse qui va correspondre à la masse de l'échantillon. Attention, donc là le produit en croix, vous le voyez, je l'ai mis en évidence en rouge. Attention avant de faire vos calculs, de bien vérifier que vous avez les mêmes unités pour les masses. Ici, vous en avez une qui est en grammes et l'autre qui est en kilogrammes. Donc il faut absolument convertir. Soit vous convertissez tout en kilogrammes, soit tout en grammes. Ce qui vous paraît le plus simple. Moi, j'ai tout converti en kilogrammes. Donc ici, on a une conversion à faire. La masse de l'échantillon, la faire passer des grammes au kilogramme. Donc la masse de notre échantillon ici, elle était de 25 grammes. On convertit en kilogrammes. 25 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. Avec les puissances de 10, ou alors en écriture décimale, vous obtenez 0,025 kg. La masse d'une molécule de sucre, on l'a calculée précédemment. On fait donc notre produit en croix et on obtient 4,4 10 puissance 22. Et attention, là, il n'y a pas d'unité particulière. On peut rajouter, comme moi je l'ai fait, molécule de sucre dans 25 grammes de sucre. Mais c'est pas en kilogrammes, c'est pas en grammes ni en autre chose. Donc faites attention surtout quand vous allez faire votre calcul à la calculatrice de ne pas oublier les parenthèses parce que sinon votre calcul va être faux. Et vous faites attention encore aux chiffres significatifs. Donc ici on a 2 chiffres significatifs pour le 25, 3 pour le 5,70. Donc on doit donner le résultat avec seulement 2 chiffres significatifs. J'insiste, attention, faites bien attention lorsque vous passez à la calculatrice de ne pas oublier les parenthèses. Ensuite, on fait le même raisonnement, on suit le même raisonnement pour NaCl et pour le fer. On obtient pour NaCl 5 fois 10 puissance 22 ions Na plus et Cl- dans les 9 grammes de sel. Donc là, on fait attention, un seul chiffre significatif, parce que les 5 grammes qu'on a convertis en kilogrammes sont écrits avec un seul chiffre significatif. Pour le fer, on a 9 mg qu'on convertit en kilogrammes, attention, donc là si vous utilisez l'écriture décimale, c'est 0,000, etc. Donc il ne faut pas oublier de 0. C'est pour ça qu'il est plus simple d'utiliser la puissance de 10. Ensuite on passe au calcul, on n'oublie pas les parenthèses à la calculatrice et on trouve pour le fer qu'il y a dans notre échantillon de fer, donc dans les 9 mg de fer, dans la dose journalière, 1 fois 10 puissance 20 atomes de fer. Donc j'espère que pour ça c'est bon. Il y avait donc le calcul en produit en croix à faire. Attention surtout aux parenthèses et attention aux chiffres significatifs. Dans la question 5, je vous demandais si ces valeurs, si ces calculs étaient difficiles. Plus précisément, pourquoi est-ce qu'on a du mal à donner du sens à de tels résultats et si les calculs étaient faciles à effectuer et expliquer. Donc quand on regarde un peu les différentes valeurs, on se rend compte qu'on a déjà des valeurs qui sont très grandes. On a des puissances de 10 qui interviennent. Donc on n'arrive pas vraiment à bien se les représenter tellement elles sont grandes. Elles n'ont pas vraiment un sens à notre échelle. Et autre chose, pour arriver à ces valeurs très grandes, on a utilisé avec notre calculatrice des puissances de 10. Ça pouvait peut-être être compliqué et on pouvait peut-être se tromper au moment de passer sur la calculatrice. Donc, on se rend compte que tout ça, ça n'a pas, toutes ces valeurs, en réalité, elles n'ont pas vraiment de sens. Est-ce qu'on va vraiment les manipuler autant de façon théorique avec des calculs que de façon expérimentale en TP. Ensuite, dans la question 6, on vous demande d'expliquer pourquoi il a été nécessaire d'introduire une nouvelle grandeur. Alors, puisqu'il est difficile de manipuler des valeurs aussi grandes, de manipuler des nombres d'entités chimiques aussi grands, autant théoriquement qu'expérimentalement, comme j'ai dit précédemment, on est obligé d'introduire une nouvelle grandeur. Cette nouvelle grandeur que les chimistes ont introduite, c'est la quantité de matière. Et cette nouvelle grandeur, cette quantité de matière, elle permet de résoudre un certain nombre de problèmes liés à ce nombre d'entités chimiques qui est beaucoup trop important.
Et cette nouvelle grandeur, elle fait intervenir des paquets. Donc on fait des groupements, des paquets d'entités chimiques et on considère qu'à partir d'un certain nombre d'entités chimiques dans ce paquet, ben on a une quantité de matière, on a une mole. Dans la question 7, justement, je vous demande de manipuler un petit peu cette mole et d'utiliser les documents pour pouvoir trouver la quantité de matière, le nombre de moles qu'il y a qui correspond à chaque échantillon. Donc dans le document 3, on vous explique qu'une mole, ça correspond à un paquet dans lequel on a mis 602 x 10 puissance 23 entités chimiques. Donc si par exemple on prend une mole de n'importe quoi, une mole d'eau, une mole de cuivre, une mole d'or, à chaque fois on va avoir dans une mole toujours la même quantité d'entités chimiques. Ces entités chimiques elles vont être différentes en fonction de ce qu'elles sont, si ce sont des molécules, des atomes, des ions, etc. Donc si une mole correspond à 6,02 10 puissance 23 entités chimiques, ce 6,02 10 puissance 23 c'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, ou le nombre d'Avogadro qu'on note Na. Alors si on veut connaître le nombre de moles qui correspond aux N entités chimiques qu'on a calculées, qui sont présentes dans les échantillons étudiés, on va faire un produit en croix. Ce produit en croix, je vous l'ai présenté ici, donc une mole correspond à Na. Les N moles que l'on cherche correspondent au nombre d'entités chimiques qu'on a calculé précédemment, et on va calculer pour chaque échantillon le nombre de moles correspondants. Donc pour pouvoir calculer ce nombre de moles, on va faire 1 fois N divisé par Na, ou alors N sur Na. Donc quand on fait le calcul, on trouve pour le sucre 7,3 10 puissance moins 2 et on ajoute l'unité ici qui est la mole, donc la quantité de matière qu'on va noter petit n et qui va s'exprimer en mol, avec attention le bon nombre de chiffres significatifs et les parenthèses, là j'ai oublié de les mettre là mais elles existent quand on passe sur la calculatrice. Ensuite pour le sel on obtient 8 10 puissance moins 2 mol, attention aux chiffres significatifs. Et pour le fer, on trouve une valeur de 10 puissance moins 4 mol. Donc faites attention de bien noter entre parenthèses de qui vous parlez, de ne pas oublier l'unité. Et de ne pas oublier les parenthèses quand vous allez passer sur la calculatrice. Question suivante, expliquez pourquoi la quantité de matière est une grandeur adaptée à l'échelle macroscopique. Donc quand on regarde les différentes valeurs de quantité de matière qu'on vient de calculer, de nombre de moles qu'on vient de calculer, on se rend compte que ce sont des valeurs qui sont plus simples à manipuler et qui sont plus simples à comprendre. Donc cette grandeur, cette quantité de matière, ce nombre de moles, il est bien plus adapté à notre échelle humaine. Dernière question. Rappelez la méthode utilisée pour trouver la masse d'une entité lorsque cette entité est une molécule. Donc pour pouvoir trouver la masse d'une entité, vous l'avez tous trouvé, il faut simplement prendre le nombre d'atomes multiplié par la masse d'un atome et puis faire ça pour chaque type d'atome et additionner. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce symbole-là qui veut dire en mathématiques la somme. Donc c'est la somme du nombre d'atomes fois la masse d'un atome. Et on fait ça pour tous les atomes. Ensuite, dans la question B, je vous demandais d'établir la relation entre le nombre grand N d'entités, la masse de l'échantillon M échantillon et la masse d'une entité M entité. Donc si on reprend un petit peu les calculs et le raisonnement qu'on a fait dans les questions précédentes, on se rend compte que le nombre d'entités chimiques, on l'obtient en faisant la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité chimique. Masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité chimique. Attention à faire en sorte d'avoir les mêmes unités au numérateur et dénominateur. Donc soit des kilogrammes, soit des grammes, comme vous voulez, mais en tout cas les mêmes unités. Ensuite, dernière question, et pour finir sur cette activité, je vous demandais d'établir une relation entre la quantité de matière, le petit n, le nombre de moles, le nombre d'entités grand N et le nombre d'Avogadro Na. Donc comme ce qu'on a vu précédemment, avec le produit en croix, on se rend compte que la quantité de matière petit n s'exprime comme étant le nombre d'entités chimiques sur le nombre d'Avogadro. Donc attention, il n'y a pas d'unité pour le nombre d'entités chimiques. Le nombre d'Avogadro, on verra dans le cours quelle unité on utilise. Attention pour la quantité de matière, l'unité est la mole. Voilà, j'espère que à la fin de cette correction, les choses sont plus claires. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez me les poser par mail. Bon courage et à bientôt.